Bonjour à tous, merci de participer à cette deuxième journée des musicales de Bastia. Une deuxième journée où forcément la musique est au centre, avec toute une série de concerts juste après cette conférence qui se dérouleront dans la grande salle. Deuxième rencontre des musicales, puisqu'hier on a eu la chance de rencontrer Édouard Rostand qui est venu parler de sa passion pour la musique et de ses différentes expériences professionnelles. Et ce soir, on a un sujet de conférence tout aussi passionnant, puisque la conférence le thème est la musique bien plus qu'un plaisir quand les neurones dansent. Et pour nous éclairer sur ce sujet passionnant, nous accueillons Nathalie Château-Artaud. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci à vous. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, ce soir, nous allons parler de musique, mais pas seulement du plaisir qu'elle nous procure, mais aussi, surtout, beaucoup de ce qu'elle fait concrètement sur notre cerveau. Donc, je suis Nathalie Château-Artaud, je suis musicothérapeute clinicienne, neuromusicothérapeute, formatrice, et je suis également la créatrice de la formation de la méthode Synapsia. Et depuis plus de 25 ans, je travaille avec la musique comme outil thérapeutique, et chaque jour, je suis fascinée parce que les neurosciences confirment de plus en plus clairement. C'est-à-dire que la musique n'est pas un simple loisir, elle est l'une des activités humaines les plus complexes que notre cerveau est capable de traiter. Et donc ce soir, nous avons 1 heure. J'espère que je vais essayer d'aller un peu vite pour tenir, parce que je sais qu'il y en a qui vont après au concert, mais je vous ai préparé quelque chose quand même de dense, parce que j'avais envie de vous faire comprendre, vous faire ressentir et vous faire pratiquer aussi. Donc, le programme de ce soir, ça marche pas, ça descend pas. On avait fait, bah ouais. Ah non, c'est bon. Donc au programme de ce soir, nous allons voyager d'abord avec un plongeon dans les neurosciences. Donc ce que la musique fait réellement à notre cerveau, les régions qu'elle active, la biochimie qu'elle déclenche et la théorie de la résonance neuronale qui révolutionne notre compréhension. Donc je vais aborder des termes qui sont pas forcément faciles, mais à la fin il y aura un temps de parole, donc n'hésitez pas si je suis allée un petit peu vite, si c'était pas assez explicite, donc je pourrai répondre à toutes vos questions. Ensuite, nous verrons comment ces mécanismes aboutissent à l'une des propriétés les plus extraordinaires de notre cerveau, qui est la plasticité cérébrale, c'est cette capacité à se remodeler, à se modifier, à se renforcer en permanence et tout au long de notre vie. Et de là, nous entrerons dans les détails des fonctions exécutives, donc ces compétences cognitives que la musique est capable d'entraîner. Et c'est alors que je vous présenterai la musicothérapie comme discipline clinique et la méthode Synapsia que j'ai créée après 25 ans de pratique. Et nous verrons en quoi elle répond spécifiquement aux besoins des personnes ayant des troubles des fonctions exécutives et notamment des enfants et adolescents porteurs de TDAH. Et tout au long de ce voyage, on va faire quelque chose que j'adore. On va expérimenter Synapsia en direct tous ensemble. Donc, il n'y a aucun prérequis musical nécessaire. Le seul instrument dont vous avez besoin ici, c'est de votre cerveau. Alors, avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui se passe d'après vous dans votre cerveau en ce moment, pendant que je parle? Vous entendez ma voix, donc il y a un traitement auditif, c'est évident. Mais si je fredonne un petit air familier, quelque chose de votre enfance, qu'est-ce qui se passerait? Alors, on va l'expérimenter. Je vous laisse m'écouter. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rajeuni. Vous avez votre hippocampe qui s'est activé, donc la mémoire. Elle s'est éveillée. Votre amygdale a réagi parce qu'il y a eu de l'émotion, forcément. Comme vous avez dit, vous avez rajeuni, donc ça fait référence à des pans de votre enfance. Votre cortex moteur s'est préparé à bouger, puisque j'ai volontairement rajouté un aspect rythmique en claquant dans les doigts.
Donc même si vous êtes resté assis, au niveau du cerveau, il y a des choses qui sont passées. Et votre aire de Broca a sûrement chantonné intérieurement. Et votre système de récompense, il a libéré de la dopamine. Donc tout ça, rien qu'en écoutant. Et à cet instant, quand vous étiez en écoute réceptive, vos neurones miroirs ont simulé mon chant. Donc votre hippocampe l'a reconnu, votre système limbique a traité l'émotion et vous étiez en action, mais à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle une forme d'empathie cognitive et émotionnelle. C'est une immersion qui est profonde et qui mobilise vos circuits limbiques, donc qui sont le siège de vos émotions, et vos réseaux mémoriels. Donc sans bouger, vous avez vécu la musique de l'intérieur. Et vous vous demandez peut-être en tant que public si vous faites le même travail cérébral en m'écoutant qu'en chantant avec moi. Alors, on va l'expérimenter. Alors déjà, avant même de l'expérimenter, il y a ce qui s'est passé là, c'est les neurones miroirs. C'est quelque chose d'extraordinaire qui a été découvert. C'est que le fait de voir quelque chose se faire, ça agit, comme l'a dit Rizzolatti, ça agit comme si on le faisait nous-mêmes. Et ça, c'est une grande découverte des neurosciences parce que ça, dans la rééducation, c'est très important. On sait que des personnes qui ont eu des lésions cérébrales, avec des impacts au niveau de fonctionnel, que ce soit au niveau du moteur ou au niveau du langage, le fait de voir quelqu'un le faire, ça va activer les mêmes zones cérébrales que s'ils le faisaient eux-mêmes. Et dans les apprentissages, c'est aussi très important parce qu'il y a un enfant à l'école, même s'il ne fait pas quelque chose, le fait de voir les copains le faire, son système neuronal est en action et il va pouvoir par la suite réussir à le faire même s'il le fait pas de suite. Donc maintenant, on va chanter tous ensemble la même comptine que je viens de faire, mais tous ensemble. On y va? 3, 4. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu plus. Donc cette fois-ci, donc avant vous étiez donc dans la simulation, et maintenant le cortex moteur il s'est mis en mouvement. J'ai vu des personnes dont le pied s'est mis à bouger. Il n'y en a pas beaucoup qui ont osé claquer dans les doigts, mais quand même. Donc vous avez recruté votre cortex moteur pour le geste, votre cervelet pour la précision temporelle avec la synchronisation sur le timing. Le cortex sensorimoteur, il a fait le couplage du geste et du son simultanément. Le cortex préfrontal a géré la voix et le rythme en même temps. Et du coup, vous avez fait une connexion des deux hémisphères via le corps calleux. Donc l'amygdale, elle a été amplifiée au niveau de l'émotion par l'action. Et il y a une synchronisation neuronale entre tous les cerveaux de ceux qui sont là et de ceux qui sont là-bas en face. Donc c'est ça la puissance de la musicothérapie. C'est vraiment passer de la résonance intérieure à l'action structurée. Alors, ce que dit la recherche, c'est que lorsqu'on écoute ou qu'on joue de la musique, le cerveau il va mobiliser simultanément le système limbique et hédonique qui déclenche l'émotion et le plaisir via la dopamine, le néocortex qui analyse la structure, le rythme et la mélodie, et les réseaux moteurs, surtout si on joue d'un instrument, ce qui demande une synchronisation fine entre les deux hémisphères cérébraux. Donc, c'est cette mobilisation massive qui explique pourquoi la musique est si puissante. Elle stimule la plasticité cérébrale, elle peut aider à restaurer les fonctions chez des patients atteints de pathologies neurologiques et elle renforce les réseaux de la mémoire en créant des ponts entre les émotions et les souvenirs. Donc en somme, la musique, elle agit comme une gymnastique cérébrale totale et c'est comme ça que j'aime bien aborder les ateliers que je travaille avec les adultes ou avec les enfants. Je leur dis toujours, on va faire un petit peu de gymnastique du cerveau. Parce que la musique, elle se contente pas de nous faire vibrer, elle restructure et entretient littéralement notre système neurologique, notre système nerveux central. Donc, on va regarder ça concrètement. Donc, quand on écoute, quand on entend un son, le cortex auditif va s'activer en premier. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais ensuite, en quelques millisecondes, tout s'emballe. Donc, si vous vivez la musique, si votre musique elle est familière, il y a l'hippocampe qui va rentrer en jeu. Elle va activer la mémoire épisodique et du coup vous allez revivre quelque chose. Si vous battez la mesure avec le pied et vous l'avez fait pour la plupart,
votre cervelet et votre cortex moteur, ils se sont coordonnés et ils vont créer une synchronisation temporelle qui est remarquable. Si vous aimez ce que vous entendez, l'amygdale et le cortex orbitofrontal, il va s'activer et les émotions arrivent. Et si en même temps vous chantez et que la chanson vous plaît, du coup, vous allez activer la zone de Broca, qui est la zone du langage. Et même si vous chantez pas, cette zone va s'activer automatiquement et on dit que le cerveau chantonne en silence. Donc la musique est l'une des seules activités humaines qui engagent les deux hémisphères cérébraux en même temps. Et c'est précisément ce qui en fait un outil thérapeutique d'une puissance unique. Donc autrement dit, nous ne faisons pas qu'écouter la musique. D'un point de vue neurologique, nous la devenons complètement. Donc je vais vous proposer une nouvelle petite expérience avant d'aller plus loin. Vous allez poser vos mains sur vos genoux et je vais battre une pulsation. Je vais vous demander de rien faire pour commencer et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez me rejoindre sur la pulsation. Alors là, je vais poser le micro parce que j'ai besoin de mes deux mains. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous avez vu que vous n'avez pas fait qu'imiter. En fait, vos oscillations neuronales se sont synchronisées physiquement avec les miennes. Et ça rejoint une théorie que je vous expliquerai plus tard qui s'appelle la Neural Resonance Theory. Et donc, du coup, je vais vous dire quelque chose que vous ressentez intuitivement, mais que la science confirme maintenant très clairement. C'est que quand vous écoutez une musique que vous aimez, vous allez sécréter, vous allez libérer de la dopamine. Donc, la dopamine, c'est la molécule de la motivation, la molécule du plaisir, la molécule de l'apprentissage. Et c'est exactement la même molécule que lors d'un repas de quelque chose que vous aimez, la même molécule que lorsque vous prenez quelqu'un que vous aimez dans vos bras, la même molécule qu'une victoire. Alors, quand vous écoutez, il n'y a pas seulement de la dopamine qui libère, il y a également de la sérotonine qui est sécrétée. Donc, ça a un rôle antidépresseur qui est bien documenté. Il y a des endorphines qui allègent et qui soulagent, notamment au niveau de la douleur, et l'adrénaline qui diminue. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Donc, le stress va se relâcher. Et des études d'IRM, notamment celle de Salimpour et de ses collègues en 2011, ont mesuré des pics de dopamine lors des moments de tension harmonique et de leur résolution. Ce que vous ressentez quand une mélodie vous donne des frissons, c'est le même mécanisme neurochimique que les récompenses biologiques primaires. Donc, je vais vous parler maintenant de ce plaisir de prédiction qui libère de la dopamine. Donc, on s'est rendu compte que le cerveau, il anticipe la résolution harmonique et ça serait récompensé par le biais de la dopamine quand elle arrive. Donc, on va prendre un exemple. Je vais vous faire écouter. Où est-ce qu'elle est, ma petite souris? Elle est là. Donc là, vous avez un premier exemple de résolution harmonique. On entend, on s'assied, ça y est, on est arrivé, ça génère des frissons. Je vous en donne un deuxième exemple.
deuxième résolution harmonique. Donc ce sont des choses que votre cerveau adore parce qu'il les prédit et du coup quand ça arrive, ça lui fait du bien. Mais c'est précisément pour ça que le plaisir n'est vraiment pas un à côté dans la thérapie musicale et c'en est le moteur et c'est le moteur de tous les apprentissages et de toutes les thérapies. Alors pourquoi ce plaisir? Pourquoi cette biochimie se déclenche? Et pendant 20 ans, la réponse dominante c'était cette notion de prédictivité, de prédiction cognitive. Mais en 2025, c'est pas descendu. Ah oui, c'est parce que je suis partie. Non. Je sais pas comment retrouver ma souris. Ah voilà. Donc pendant 20 ans, la réponse dominante, c'était cette fameuse prédiction cognitive. Mais en 2025, en mai 2025, une équipe internationale est venue enrichir et préciser cette compréhension. Donc ils ont sorti une théorie qui a basculé ce modèle, qui s'appelle la Neural Resonance Theory, qui dit ceci, que le cerveau ne prédit pas la musique, il résonne avec elle. Donc ces oscillations électriques naturelles, propres à chaque région cérébrale, se synchronisent physiquement avec le rythme, la mélodie et l'harmonie. Donc c'est comme un diapason qui vibre au contact d'un autre, sans apprentissage préalable et sans effort cognitif. Donc ce que la Neural Resonance Theory précise, c'est que ce plaisir n'est pas d'abord le fruit d'un calcul cognitif, il est le fruit d'une résonance physique. Donc les oscillations de votre cerveau vont s'aligner avec la structure harmonique de la musique, et c'est cet alignement qui accomplit et qui déclenche la récompense dopaminergique. Donc ce phénomène, il est universel, il est partagé entre tous les individus, indépendamment de leur culture et de leur formation musicale. Donc c'est pas une résonance qui est acquise, c'est vraiment quelque chose qui est constitutif. Et c'est donc pas dans votre tête, c'est vraiment quelque chose de chimique. Et c'est plus profondément encore, c'est dans du physique. Alors, je sais pas si tu verras après. Donc, une petite citation de Bigan de 3 neuroscientifiques de renom qui disent que la musique touche au plus profond de notre cerveau. Elle coordonne l'activité de nombreux circuits cérébraux impliquant des fonctions cognitives et affectives qui ont des conséquences majeures pour la mémoire et pour la plasticité cérébrale, avec des applications thérapeutiques qui sont concrètes. Donc vous avez ressenti cette activation globale en chantant avec moi. Mais ce qui est fascinant, c'est que le cerveau se contente pas de danser pendant la musique. Si vous dansez souvent, il va créer de nouveaux pas. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc la plasticité neuronale, la neuroplasticité, la plasticité cérébrale, c'est des termes différents qui désignent tous la même chose. C'est ces mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier par des apprentissages. Donc le cerveau, il est ainsi qualifié de plastique, de malléable, et c'est un système qui est dynamique et en perpétuelle reconfiguration, quel que soit l'âge, tout au long de notre vie, même s'il y a des pics pendant l'enfance, et notamment à 6-16 ans, et il y a un pic également post-traumatisme. Quand il y a une lésion, il y a un pic qui se met en place pour permettre justement, naturellement, le corps est bien fait pour permettre la récupération fonctionnelle. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Alors le cerveau, il va augmenter ses connexions synaptiques sous l'effet de stimulation répétée. Donc il va créer, c'est ça une synapse. La synapse, c'est elle qui va aller transmettre l'information via les neurotransmetteurs. Mais elle va également créer de nouveaux neurones, notamment au niveau des hippocampes quand il s'agit de la musique. Et il va renforcer également les gaines de myéline autour des axones, ce qui accélère la transmission des signaux. Et donc chez les musiciens, on s'est rendu compte par des IRM que ces phénomènes de plasticité dans le gyrus préfrontal droit avaient été augmentés après seulement 15 mois d'entraînement musical structuré, et il y avait également une modification du volume du cervelet qui était très importante. Donc la musique, elle sculpte littéralement le cerveau. Et c'est sur cette faculté extraordinaire que repose la méthode Synapsia que j'ai créée, dont nous allons bientôt explorer les applications thérapeutiques de manière concrète. Mais avant de vous parler de Synapsia, je dois vous parler d'une notion clé, parce qu'elle est celle qui constitue la cible thérapeutique de ma méthode. Donc ce sont les fonctions exécutives.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction exécutive? C'est ces compétences cognitives qui nous permettent d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs. Et la neuroscientifique Adele Diamond les a définies comme un ensemble de 5 compétences que j'ai réunies moi en 4. 5 compétences fondamentales sans lesquelles toute situation d'action ou d'apprentissage devient difficile. Alors moi, les 2 premières, je les ai mises ensemble parce qu'elles sont intimement liées, même si toutes les fonctions exécutives sont intimement liées. Donc la première, c'est la maîtrise de soi, ou ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Donc c'est cette capacité à résister aux tentations, à agir consciemment plutôt que par impulsion, à réfléchir avant de parler, à attendre son tour, à gérer ses émotions. Et elle est donc liée intimement à l'autodiscipline, qui est cette capacité à rester concentré sur une tâche du début à la fin, finir ce qu'on a commencé malgré des distractions, et faire preuve de persévérance. La deuxième, c'est le raisonnement cohérent. Donc elle est soutenue par la mémoire de travail, et elle permet de conserver des informations en mémoire tout en agissant, à relier des idées entre elles, à traiter et manipuler les informations. Ensuite, vous avez la flexibilité cognitive. Donc, c'est cette capacité à accueillir la nouveauté, à faire des ponts entre des idées, à adopter plusieurs points de vue et à changer de stratégie en cas d'imprévu. Et la dernière, c'est la créativité. C'est cette capacité à penser de nouvelles solutions, à faire des liens inattendus entre les idées, à adopter des points de vue différents, et j'y reviendrai à celle-ci parce que je l'aime particulièrement, donc je la garde pour la fin. Donc ces 5 fonctions, elles sont intimement liées, et elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles dépendent du bon fonctionnement du cortex préfrontal. Donc le cortex préfrontal, c'est la zone la plus évoluée de notre cerveau, et c'est la dernière à maturer. Donc on comprend bien pourquoi chez les enfants, ils partent un petit peu dans tous les sens, et que c'est difficile un petit peu pour eux. Dans les apprentissages, ça peut créer des soucis. Donc j'en viens maintenant à la musicothérapie. Donc je fais le pont entre la musique et la musicothérapie qui existe parce que les cliniciens ont observé justement depuis des décennies ce que la musique faisait sur notre corps, sur notre esprit. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, j'ai gardé la définition qui a été validée par la Fédération française de musicothérapie, qui définit la musicothérapie comme une thérapie au carrefour de la musique, de la psychologie, de la physiologie, de la neurologie et de la psychiatrie. Elle utilise les potentialités du son et du musical pour rétablir, maintenir ou améliorer les capacités sociales, mentales, neurologiques et physiques d'une personne. Donc c'est pas de l'animation, c'est pas mettre de la musique en EHPAD, c'est vraiment un cadre qui est thérapeutique, qui a un cadre, qui a des objectifs et qui a une évaluation. Donc ces domaines d'application sont vastes, on va la trouver dans le cadre de la neurologie avec le traitement, l'accompagnement des personnes avec AVC, dans les maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer et Parkinson. On va la retrouver également en psychiatrie, dans l'accompagnement des personnes avec dépression, anxiété, traumatisme et psychose. En pédiatrie, avec notamment tout l'accompagnement des personnes avec des troubles du neurodéveloppement, donc l'autisme, le TDAH, les troubles du langage, et puis également en soins palliatifs et en gestion de la douleur également. Donc depuis 2017, des méta-analyses ont apporté ce qui manquait longtemps à la musicothérapie, c'est-à-dire une rigueur scientifique. Et les bénéfices sont aujourd'hui documentés avec des niveaux de preuves reconnus par la communauté médicale internationale. Et on est en train de basculer progressivement d'une pratique qui avait mauvaise presse, où on disait plus qu'on était des DJ gourous, que c'était des effets placebo, à vraiment maintenant les neuroscientifiques sont en train de prouver ce que nous musicothérapeutes savons intuitivement depuis des décennies que la musicothérapie existe. Donc il y a 2 écoles de musicothérapie, 2 grandes écoles. Vous avez la musicothérapie d'inspiration psychanalytique, qui est celle de l'école française, où j'ai peut-être perdu des gens ici, c'est pas grave. Donc j'ai le reflet, pardon, je bascule là. Donc la musique, elle est utilisée comme médiation thérapeutique. Elle permet d'accéder à tout ce qui est non dit, à l'inconscient. Elle permet de faire émerger tout ce qui est émotionnel. Donc elle est utilisée, on appelle ça comme médiation à la relation. C'est un objet transitionnel, on utilise la musique. Et donc les pionniers, c'est Jacqueline Verdeau-Payès, Édith Lecourt, Roland Benenson.
Et elle est issue de l'après-guerre, en fait. On a commencé à travailler avec cette méthode pour soigner les personnes qui revenaient de la guerre. Et plus récemment, est arrivé le courant anglo-saxon, et notamment avec Michel Taute en 1990, qui a travaillé sur la Rhythmic Auditory Stimulation, qui a créé ça. Et donc c'est l'utilisation des effets neurologiques de la musique, de la plasticité, du couplage auditivo-moteur et de la rééducation cognitive. Donc c'est des protocoles qui sont standardisés avec une évaluation qui est neuropsychologique. Et c'est sur cette méthode que j'ai créé Synapsia. Donc aujourd'hui, on a deux grands courants de musicothérapie. On a la musicothérapie qu'on appelle réceptive. Donc la musicothérapie réceptive, c'est celle où le patient reçoit la musique. Il va l'écouter. On va l'utiliser comme un déclencheur émotionnel, comme un outil de relaxation. Ça va être une porte d'entrée vers des zones psychiques inaccessibles par les mots. Et à titre indicatif, moi j'ai travaillé par exemple avec une patiente traumatisée en psychiatrie adulte et une gnosienne de Satie a fait en quelques séances que des années de verbalisation n'avaient pas réussi à atteindre parce que la musique, elle avait réussi à contourner les défenses. Donc là où les mots butaient. Et la deuxième voie, c'est ce qu'on appelle la musicothérapie active. Donc là, le patient, il joue, il improvise, il chante. Donc la musique devient un langage non verbal qui va contourner les résistances et il va y avoir beaucoup d'improvisation il va y avoir des émergences spontanées qui vont permettre d'être atteintes. Donc dans la pratique, les deux approches, elles se croisent, elles se complètent. Et c'est dans cet espace qu'on construit le travail thérapeutique. Donc je vous ai mis, on va passer rapidement les grandes études scientifiques qui sont venues appuyer et justifier tout ce que nous, musicothérapeutes, faisons depuis des décennies. Donc, ça a commencé avec celle de 2011, dont je vous ai parlé avec la prédiction de ce qui est résolution harmonique. Vous avez également, en 2017, des méta-analyses qui ont prouvé que la musicothérapie est efficace pour réduire les dépressions, les anxiétés, la douleur, améliorer la qualité de vie et de rééducation neurologique post-AVC. Vous avez la Neural Resonance Theory que je viens de vous parler. En 2015, on a montré qu'il y avait une augmentation de la substance blanche dans le faisceau arqué droit après une music intonation therapy. Donc la plasticité structurelle, elle est vraiment documentée. Et il y a les deux qui m'intéressent plus particulièrement puisque c'est les deux sur lesquels repose ma méthode. Donc c'est la méta-analyse de 2025 qui a montré qu'un entraînement musical structuré améliore significativement le contrôle inhibiteur chez l'enfant. Et en mars 2026, donc il y a quelques mois seulement, une étude que je vais vous présenter par la suite qui définit la musique comme nouvelle métaphore scientifique centrale du cerveau. Voilà. Alors, ça c'est mon parcours, donc vite fait. Je vais vous parler de ce qui m'a amené ici. Donc j'ai commencé en pratique en libéral. Je me suis spécialisée en périnatalité. Donc j'ai accompagné des femmes en prénatal, postnatal et en salle d'accouchement. Et puis ensuite, j'ai travaillé en centre hospitalier, en psychiatrie adulte, en protection maternelle et infantile. Et puis, j'ai passé 4 années à l'étranger qui m'ont permis d'exercer dans le domaine du bien-être et dans le domaine de la pathologie. Et ça a vraiment profondément transformé ma vision des choses. Donc, en 2010, quand je suis revenue en Corse, j'ai fondé l'association Corse Musicothérapie. Et au fil des années, j'ai progressivement formalisé ma méthode que j'ai déposée à l'INPI en novembre 2025. Mais la graine était déjà en 2014 et j'avais reçu le prix de la Fondation Maïf pour l'éducation. Donc et aujourd'hui, j'aimerais bien, je suis en projet de thèse pour valider scientifiquement cette méthode. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est que Synapsia, je vais vous inviter à la vivre. Donc, on va commencer par un petit jeu. Je vais vous présenter 3 cartes de 3 couleurs. Donc, ça fait partie des outils de ma méthode. Donc, je vais vous montrer la première. Quand vous voyez cette couleur, quand vous voyez cette carte, il faut faire, donc vers le bas de votre corps, doum. Donc, ou sur vos jambes, ou si vous êtes debout, si vous avez envie de vous mettre debout, c'est même encore mieux. Et vous faites doum. On y va tous ensemble. Doum. Doum. Ok.
Alors, ce que je vais vous faire faire là, ça va être super rapide. Normalement, ça prend plusieurs séances. Donc, si vous y êtes pas, si vous ne paniquez pas, c'est normal. La deuxième, quand vous voyez cette couleur, vous tapez dans vos mains et vous faites tchac ou vous tapez sur votre sternum. Tchac, tchac, pardon, tchac, il y a la hauteur. Tchac. Pas facile avec le micro. Ok. Et la dernière. Ke, donc, tchac, ke. Et on ouvre ou on claque dans les doigts. Ke. Tchac. Donc, il y en a qui ont de l'entraînement parce que je les ai, donc je les entends. Ke. Ke. Tchac. Doum. Doum. Tchac. Doum. Ke. Tchac. Tchac. Ke. Doum. Ok. Maintenant, je vais vous inviter à retenir 4 sons. Je vais vous les donner. Vous allez retenir l'information et vous allez la reproduire après. Ke, tchac, doum, tchac. Je refais. Ke, tchac, doum, tchac. Vous retenez d'abord. Ça demande un travail qui est différent que de faire en même temps qu'à moi. Je refais une dernière fois. Ke, tchac, doum, tchac. À vous. Ke, tchac, doum, tchac. Super. Maintenant, je vais faire plus difficile. Je vais mélanger. Je vais faire soit le geste, soit le son, soit je vous montre la carte. Et il faut retenir pour traiter l'information et la restituer ensuite. Vous, quand vous la restituez, évidemment, vous la restituez dans la globalité. Vous me faites et le son et le geste. Donc, je vais poser. Problème d'inhibition. Tchac. Je refais. Ke. Ah non, j'avais pas fait le son. Je refais, je vous ai aidé, pardon. Tchac. Vous l'avez ou je le fais une dernière fois? Une fois? Tchac. Vous l'avez? 3, 4, à vous. Tchac. Super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez vu que vous avez stimulé en même temps l'auditif, le visuel, le vocal et le moteur. Et tout ça simultanément. Donc, c'est vraiment la configuration de ce qu'on appelle le quadrimodal simultané. Donc, c'est précisément le mécanisme central de la méthode Synapsia parce qu'elle va activer l'intégralité des fonctions exécutives qui sont la mémoire de travail parce que vous avez dû retenir des informations et les traiter. Le contrôle illimiteur. Ah, mais non, j'ai oublié un dernier. Ah, là, et là, ça va être encore plus vache. Je vous fais un dernier. Alors, ok. Je fais pas le geste. Ke. Je refais. Ke. Je fais une dernière fois. Ke.
Comment ça va? Ça va bien? C'est quoi le titre du concert qu'il y a juste après? Nofutal. Et on est quel jour? Vendredi. 3 plus 2, ça fait combien? Ok. Vous pouvez me donner le code que je vous ai donné juste avant, s'il vous plaît? Bravo. Donc vous avez pu aussi travailler le contrôle inhibiteur. Vous avez couplé l'auditivo-moteur, les neurones miroirs ont été surmontés et la dopamine, vous l'avez eu à chaque réussite. Et vous avez vu que j'ai introduit ce qu'on appelle des biais cognitifs sur le dernier jeu. C'est une des fonctions exécutives justement qui est très importante. Donc, je vais enlever mes petits cartons, je vais revenir à la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que Synapsia, du coup, maintenant que vous l'avez vécu de l'intérieur? Ça veut pas? Non. Mais Ah, faut que j'aille là-bas, je crois. Voilà, c'est bon. Bah non, c'est l'inverse. Non? Mais non, parce que maintenant, il me fait bouger mon truc. Ah, voilà. Donc, Synapsia, c'est un protocole de musicothérapie qui est multisensoriel. Et sa particularité, et c'est ce qui en fait son originalité, c'est elle sollicite simultanément les 4 canaux. Donc, l'auditif, avec les structures rythmiques, mélodiques, harmoniques. Le visuel, avec les codes couleurs que vous avez vus. Le moteur, parce que là, je les ai pas amenés, mais il y a des dalles au sol, de la même couleur que les cartes correspondantes pour travailler également le couplage moteur, avec un petit jeu de dissociation également main-pied. Et puis le vocal, avec les sons codifiés, les onomatopées, les improvisations. Donc, c'est pas une méthode qui utilise la musique de façon passive, vous l'avez compris. Et elle contraint vraiment le cerveau à coordonner simultanément ces 2 hémisphères, à stimuler les systèmes sensoriels et ces circuits moteurs dans une même action. Donc le point clé, c'est celui que je voudrais que vous reteniez, c'est vraiment que c'est ces 4 piliers qui sont activés en même temps. Donc quand on apprend, on les active de manière progressive, mais l'objectif c'est d'arriver à les activer tous en même temps. Et c'est précisément cette configuration quadrimodale simultanée qui constitue le mécanisme thérapeutique central de la méthode. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Là, on a vu toutes les fonctions exécutives qui avaient été travaillées. Et là, je vous ai mis des exercices types de ce qu'on pouvait faire. Donc, le premier mécanisme, c'est la stimulation multisensorielle simultanée. Donc, mobiliser 4 canaux en même temps, c'est exactement ce qu'un cerveau avec un TDAH, par exemple, peine à faire spontanément. Et c'est ce que les neurosciences identifient comme le mécanisme le plus puissant pour induire la plasticité cérébrale et une plasticité cérébrale durable en plus. Donc le deuxième mécanisme, c'est le couplage auditivo-moteur. Donc le rythme, il va entraîner le mouvement et ce mécanisme est particulièrement bien documenté dans tout ce qui est rééducation post-AVC. Synapsia, lui, il en étend vraiment l'application aux fonctions exécutives en y ajoutant la dimension vocale et visuelle. Le troisième mécanisme, c'est la rééducation de l'inhibition, avec différents exercices de stop and go, de biais cognitifs, comme là on vient de l'expérimenter, de détection d'erreurs également. Et tout cela, ça entraîne le cortex préfrontal à inhiber les voies parasites. C'est une rééducation du filtre. Et le quatrième, qui est le point fondamental, c'est que cette rééducation est particulièrement efficace quand on est en post-traumatisme ou pendant la période de l'enfance. Donc, l'intérêt de Synapsia dans tout ce qui est trouble touchant aux fonctions exécutives, et pas seulement dans le TDAH, parce que le TDAH est loin d'être la seule indication, les fonctions exécutives sont impliquées dans un grand nombre de troubles. Donc, dans la dépression, où le cortex préfrontal perd sa capacité à réguler l'amygdale et où le système de récompense s'effondre. Les maladies neurodégénératives, comme Parkinson, Alzheimer et autres, où les fonctions d'inhibition et de planification déclinent progressivement, et la mémoire également.
Les lésions cérébrales, AVC, les traumatismes crâniens, où ces fonctions sont partiellement perdues et doivent être rééduquées. Et ce que le TDAH et la dépression partagent notamment, c'est le cortex préfrontal comme zone centrale de dysfonctionnement et la dopamine comme neurotransmetteur clé. Et Synapsia agit vraiment sur ces mécanismes qui sont en commun, et c'est ce qu'on appelle une pertinence transdiagnostique. Donc, Synapsia dans le champ... Oui, je suis là. Oui, c'est là. Dans le champ du paysage international, parce que je vais être honnête, elle est pas née dans le vide, cette méthode. Il existe des méthodes qui sont comparables, mais ce qui la différencie fondamentalement, c'est vraiment 3 choses. Donc, c'est déjà la cible neurologique, avec des effets qui sont mesurables. C'est la quadrimodalité simultanée, et ça, aucune méthode ne la formalise sous cette configuration. Et c'est vraiment le mécanisme thérapeutique qui est central. Et c'est un protocole qui a été déposé à l'INPI, codifié niveau par niveau. Et ça en fait pas simplement une pratique clinique, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment la recherche scientifique de cette méthode. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de cette fameuse étude de mars 2026, qui est sortie donc il y a tout récemment. Il y a une équipe qui a réuni Harvard, le Max Institute, l'OMS et un collège, une grande université de Dublin qui a publié donc l'étude qui fait une proposition qui est radicale, c'était de faire de la musique la nouvelle métaphore scientifique centrale du cerveau en remplacement du paradigme computationnel dominant. Alors, autrement dit, de manière plus facile, plus compréhensible, les neurosciences internationales disent que pour comprendre le cerveau humain, il faut regarder comment est-ce qu'il traite la musique, et pas l'inverse. Donc, cette équipe décrit comme un programme de recherche à construire. En fait, Synapsia l'avait déjà anticipé et formalisé sous une forme de un protocole standardisé. Et cette étude, elle est pas isolée parce que déjà les travaux de Platel, de Tillman, de Bigand, des grands neuroscientifiques français convergeaient déjà tous à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, la musicothérapie n'est vraiment plus en périphérie de la médecine. Elle est vraiment au cœur de la compréhension du cerveau humain. Et puisqu'on est dans le cadre d'un festival, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la différence entre une musique écoutée et une musique écoutée enregistrée et une musique qu'on vit en live. Et on voit bien que, je ne vais pas rentrer dans les détails des études qui ont été faites, à quel point l'importance d'aller dans des concerts, d'aller écouter des musiciens faire des bœufs, parce que ce que vous allez vivre va être vraiment amplifié par rapport à ce que vous allez pouvoir vivre si vous écoutez simplement de la musique enregistrée. Votre amygdale, elle va encore plus fonctionner. La synchronisation va pouvoir avoir lieu alors que quand on écoute, on ne peut pas synchroniser. Le cerveau ne se synchronise pas avec les cerveaux des musiciens, alors que là, le fait de voir des musiciens jouer, le cerveau se synchronise et du coup, les neurones miroirs dont j'ai parlé au début vont s'actionner. Et le cerveau va être stimulé de manière globale, alors que c'est beaucoup plus fragmenté dans les musiques qui sont écoutées. Alors, je vous ai mis, là, il y a 3 liens il y a 2 émissions podcast que j'ai sur Spotify. Le premier, c'est Cerveau et musique. Donc, chaque mois, je décrypte un phénomène de la musique au quotidien. Donc, le premier, c'était la musique dans les supermarchés, comment elle fait pour nous pousser à acheter. Le mois prochain, ça sera utiliser la musique dans les bouchons. Voilà, donc chaque mois, j'utilise ça. Vous avez la chaîne YouTube également, l'oreille curieuse, et ça, il y a deux vidéos par mois. Donc tous les 15 jours, je vais décrypter une œuvre particulière et je vais expliquer ce qu'elle va. Donc je le décrypte d'un point de vue musicologique, d'un point de vue neuroacoustique et d'un point de vue également je donne des exercices concrets pour avoir des outils au quotidien. J'ai également un livre qui va normalement, j'espère, sortir fin 2026 ou 2027. C'est une réédition de mon ouvrage qui a été publié en 2018, qui est Musicothérapie, pensée intégrative, holistique et humaniste, mais que j'ai repris et que je vais enrichir et dans laquelle il y aura l'introduction de la méthode Synapsia à l'intérieur. Je vous ai mis, pour ceux qui veulent, aussi une bibliographie de tout ce qui est musique et cerveau et une bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin des 3 plus grands ouvrages en musicothérapie de manière les plus simples, on dira, de vulgarisation.
Et avant de terminer, parce qu'avant de conclure, j'ai une confession à vous faire. Tout à l'heure, quand je vous avais parlé des fonctions exécutives, j'en avais oublié une. Vous n'avez pas vu? Eh ben, je l'ai gardée pour la fin. Parce qu'en fait, je l'ai fait exprès, parce qu'elle mérite vraiment un traitement à part. C'est la fonction de la créativité. Donc, on oublie souvent la créativité et son importance, et pourtant les neurosciences sont formelles. Elle a des effets extrêmement importants. Je rentrerai pas dans les détails, mais elle va activer la quasi-intégralité, elle aussi, du système nerveux. Elle va activer encore plus l'amygdale. Et elle va créer plus qu'un lâcher-prise, elle va vraiment créer une réorganisation qui est très importante. Et la dernière étude dont je vous avais parlé de 2026 la récupère aussi et va encore plus loin en disant qu'ils font de l'improvisation le modèle par excellence de la neuroplasticité. Donc ça va engager des réseaux de la créativité, de la flexibilité et de la récupération après lésion. Donc improviser, c'est utiliser toutes ces fonctions neurologiques qui sont déjà en nous. Et dans Synapsia, c'est une dimension qui est centrale. Donc là, je vais vous inviter à improviser avec moi à partir des 3 notes de la quinte que je vous ai fait chanter tout à l'heure. Donc, dum, tchak, ti. Donc on va, merci. Dum, tchak, ke. On va tous chanter comme on en a envie. Ça fait partie d'une gamme pentatonique, donc il va pas y avoir de dissonance. Je vous donne juste la pulsation. Vous pouvez essayer de fermer les yeux, vous laisser aller, et puis on va essayer de faire quelque chose de joli en préparation du futur, du concert qui va bientôt démarrer. On y va? Dum, cha, ti, ke, cha, ke, dum, ta, ke, cha, dum, ke, dum, cha, ke, cha, dum, dum, ke, ta, ke, dum, ke, ta, ke, dum, ke, ta, dum, 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 dum. Faites vraiment vibrer votre voix, profitez de la vibration de votre voix dans votre corps. Tac, et dum, dum, tac, tac, et tac, et dum, dum, tac, dum. Merci beaucoup. Donc en conclusion, ce que j'espère que vous emportez ce soir avec vous, c'est que la musique est une gymnaste cérébrale d'une puissance qui est extraordinaire et qu'elle mobilise des dizaines de régions simultanément, bien au-delà du simple plaisir auditif. Que ces effets sont neurochimiquement réels, dopamine, sérotonine, endorphine, il y a également la prolactine dont j'ai pas parlé ce soir, mais elle déclenche également la prolactine et qui sont mesurables et reproductives. Que la musicothérapie est une discipline qui est rigoureuse, soutenue par des méta-analyses internationales et un corpus scientifique de validation et un corpus scientifique en pleine expansion. Que Synapsia est une réponse concrète, originale et scientifiquement fondée. Et je vais terminer avec cette phrase de Bigan, Habib et Brun qui résume peut-être mieux que tout ce que j'aurais pu dire. La musique serait un neuroprotecteur qui favorise à la fois la plasticité du cerveau et notre résistance aux attaques cérébrales d'origine diverses. Donc c'est vraiment pas une intuition, c'est une hypothèse scientifique sérieuse. Donc merci d'avoir été là ce soir, merci pour votre curiosité, pour votre engagement dans les exercices aussi, pour votre participation. Donc je suis disponible pour les questions, si vous avez des témoignages, des réactions. Donc la musique, elle appartient vraiment à tout le monde, mais ce soir j'espère que vous avez vu qu'avec elle, quand on lui donne un cadre, une cible et une intention thérapeutique, elle peut avoir un pouvoir encore plus grand. Merci à tous.